Bonjour à tous. Merci de continuer à nous suivre ou venir pour cet atelier alimentation. Nous accueillons aujourd'hui l'association YGREN pour un atelier sur l'alimentation. Donc c'est un partage avec un quiz, enfin 4 questions et nous allons aborder l'alimentation responsable. N'hésitez pas pendant tout le temps de l'intervention à poser des questions sur ce qui vous interpelle. Moi, je regarderai mon téléphone régulièrement pour observer vos questions et les transmettre à Roxane, donc de l'association YGREN. Et voilà, alors peut-être on va commencer par parler de votre association. Donc il y a une vidéo bonus que vous pouvez aussi consulter qui est bien complète sur cette association et comment elle intervient et quel est l'objectif et quel est le sens. Mais peut-être pour ceux qui n'ont pas à regarder la vidéo de bonus ou qui ne pourront pas la regarder, est-ce que vous pouvez nous faire un petit brief sur YGREN? Donc bonjour à tous et à toutes. Donc en effet, je m'appelle Roxane, je travaille au sein de l'association YGREN Nouvelle-Aquitaine. Donc YGREN, c'est une association d'éducation au développement durable et à la citoyenneté mondiale. Donc c'est des grands mots, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir travailler autour des objectifs de développement durable qui ont été décidés par l'organisme des Nations Unies en 2015 et qui sont des objectifs à atteindre pour 2030. Donc nous, vraiment, toutes nos actions vont avoir comme vocation à faciliter l'atteinte de ces objectifs du développement durable. Et on fait ça au travers d'actions d'éducation. Donc on est une association d'éducation populaire. Donc on va utiliser des outils ludiques du jeu pour faciliter les compréhensions, pour amener des thématiques, pour créer des liens. Et puis pour réfléchir surtout à des alternatives et des solutions que tout citoyen et citoyenne peut mettre en place à son niveau, individuel et collectif, pour faire changer les choses. L'association YGREN Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs, appartient à un mouvement d'associations. On est 6 associations régionales et un mouvement cœur de réseau qui a été créé en 2015 comme Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs, pour pouvoir un peu mutualiser certains mandats de toutes les et puis on s'enrichit avec d'autres associations, voilà. C'est sûr. Tout à fait. Alors, quelles sont les premières questions que vous souhaitez soumettre à nos jeunes là, qui sont en ligne? Ouais. Donc du coup, en fait, c'est ça, c'est qu'on va faire plusieurs questions. Donc on en a sélectionné 4 aujourd'hui. L'idée, ça va être de parler de la thématique alimentation, qui est une des thématiques centrales sur lesquelles on travaille en Nouvelle-Aquitaine. Et donc la première question, c'est un peu comme un qui veut gagner des millions, mais on appelle ce jeu qui veut gagner des oignons, parce qu'on est hyper originaux dans les titres. Du coup, la question, c'est aujourd'hui, un aliment parcourt combien de kilomètres en moyenne avant d'arriver dans notre assiette, selon vous? Donc j'ai quand même 3 propositions, si jamais vous voulez pouvoir vous baser sur quelque chose. Tu peux la répéter? Ouais. Aujourd'hui, un aliment parcourt combien de kilomètres en moyenne avant d'arriver dans notre assiette? Est-ce qu'il parcourt 50 km, 200 km ou 2000 km selon vous? D'accord, donc chacun peut répondre. Alors chaque école peut transmettre à son professeur sa réponse ou une réponse collective où vous pouvez participer, chacun répond et vous choisissez ensemble la réponse que vous voulez donner. Et à ce moment-là, vous répondez via le chat. Et moi, je regarde pour transmettre la réponse. Donc les propositions de kilomètres, c'est? C'est 50 km, 200 km ou 2000 km en moyenne. Hein. D'accord, 50, 200, 2000. Alors en attendant les différentes réponses, comment peut-on... qu'est-ce que c'est que l'alimentation responsable déjà? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Alors nous, on travaille beaucoup sur l'aspect consommation responsable et donc on a l'axe alimentation. L'idée, c'est vraiment dans toutes nos animations de pouvoir... voir quelles sont les conséquences et les impacts de nos modes de vie locaux, au local et au global. Donc du coup, c'est vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir consommer, et donc on parle d'alimentation, comment est-ce qu'on va pouvoir consommer des produits alimentaires en réduisant au maximum nos impacts négatifs sur le local et le global. Donc on parle vraiment toujours, on est dans une approche complexe, ce qui signifie qu'on essaye de vraiment prendre tous les impacts qu'on peut avoir donc autant qu'ils soient environnementaux, socio-économiques. Donc par exemple, autour de l'alimentation, ça va être
Comment favoriser une alimentation locale, de saison, avec le moins de produits chimiques possible, et puis surtout comprendre, parce qu'on est vraiment persuadé chez Y que si on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on va changer nos modes de consommation, en fait, ils vont jamais s'inscrire dans une durée. Donc du coup, on est vraiment sur la partie sensibilisation, compréhension, et du coup, comprendre surtout quels sont les impacts de nos modes de consommation. Et après, chaque citoyen, citoyenne fait absolument les choix qu'il veut, mais en ayant conscience de ce que ça implique, en tout cas. Ouais. Donc du coup, il n'y a pas de... je dirais pas qu'il y a une to-do list à avoir pour consommer responsablement, mais en tout cas, ce qui est sûr quand on parle d'alimentation, c'est que le local, la saisonalité et le bio, en tout cas le moins de produits chimiques possible, c'est quand même dans les règles d'or. Ouais, voilà. D'accord. Après, on n'a peut-être pas... alors, aussi une question, enfin, je me disais, on ne peut pas tout changer d'un coup, mais on peut se dire, bah, tiens, petit à petit, je sais que mon objectif, c'est ça, et je vais arriver petit à petit à changer mon alimentation. Et une question qui revient souvent, c'est oui, mais enfin bon, le bio et avoir une alimentation responsable, ça coûte cher. Alors, est-ce que c'est une réalité Alors, je ne dirais pas c'est une réalité, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a certains produits qui vont coûter beaucoup plus cher s'ils sont bio que non. Après, on n'est vraiment pas des spécialistes de l'alimentation, je préfère vraiment le préciser. On est la façon dont on va mettre en place des outils pour permettre aux gens de comprendre un peu quels sont les enjeux. Mais en tout cas, tous nos ateliers, on les construit avec des professionnels. Donc là, par exemple, on a construit récemment un atelier avec une nutritionniste qui, en fait, nous montre vraiment que pour des petits budgets, il y a une façon de s'alimenter qui peut être vraiment beaucoup plus saine, et pour le corps, donc au travers des nutriments, et pour la planète. Donc en fait, c'est un faux contre-argument de dire c'est trop cher. Certainement, il y a des choses qui sont plus chères, mais en tout cas, si on respecte en général la saisonnalité, il y a certains produits qui peuvent en fait être vraiment dans les mêmes prix si on est sur du local et du bio que sur quelque chose en supermarché, quoi. Voilà. Alors, je regarde mes réponses là. 2000. 2000, ouais, c'est bien ça. S'il y a beaucoup de classes qui ont participé. Alors, je vois pas. On peut pas voir. Je les vois qui s'affichent les uns après les autres. Puis les réponses, elles défilent du coup. Ok. Comment avoir une alimentation responsable quand on est chez nos parents ? Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est une très bonne question parce que généralement, c'est pas nous, dans les âges quand on vit chez les parents, qui faisons les courses. Mais en tout cas, c'est déjà discuter avec les parents ou les accompagner au moment des courses pour aussi les sensibiliser. Donc, par le bas, on appelle ça, c'est les enfants qui vont éduquer les parents. Et pour le coup, tout passe au travers de la discussion. Et potentiellement, voilà, si vous allez au marché, bah, c'est chouette de regarder les produits qui sont les plus locaux. Au supermarché, ça peut être regarder l'origine de tous les produits, de tous les aliments. Et puis, quand on parle d'alimentation saine et responsable, il y a aussi la question du suremballage. Donc ça rentre quand même, c'est aussi un des impacts autour de l'alimentation, c'est qu'il y a des produits qui peuvent être très sains et qui vont être suremballés. Donc du coup, il faut aussi balancer entre plusieurs facteurs. Et puis, c'est vraiment prendre le temps de faire ses courses et creuser un peu quelles peuvent être les meilleures choses à faire. Après, on ne peut pas être à 100%. Enfin, même nous, on n'est pas à 100% sur tout, loin de là. Donc, voilà. L'idée, c'est pas de donner une leçon aujourd'hui et de faire culpabiliser. Non. Mais en tout cas, voilà, juste d'avoir, même si on prend qu'un seul petit combat dans la lutte de tous les combats qu'il y a en ce moment, c'est chouette, quoi. C'est ça, c'est mettre sa petite graine à notre mesure. Tout à fait. Et alors, une autre question peut-être ? Ouais, et je voulais juste... 2000, 2000, c'était la bonne réponse, mais c'est en moyenne. Et par exemple, un yaourt industriel, ça va parcourir 9000 km. Et on avait un autre exemple qui était assez frappant, les coquilles Saint-Jacques, qui proviennent du nord de la France, vont être envoyées en Chine pour être nettoyées avant d'être envoyées en France pour être remplies. Donc, voilà. Et ça, comment tu peux le savoir ? Sur les étiquettes des produits, en général, il est censé y avoir... ou au moins les produits qui sont locaux. Parce que c'est vrai que tu vois noix de Saint-Jacques du nord de la France, tu te dis pas elle est partie en Chine avant de revenir. Après, c'est en creusant un peu. Après, c'est vrai qu'on peut pas le faire tout le temps du tout. Mais par exemple, pour un yaourt, c'est vrai que s'il y a un fromager ou même sur les marchés en général ou même dans d'autres magasins, il y a peut-être des produits qui sont un peu plus locaux que le yaourt marqué le supermarché du coin, quoi. Oui. Voilà.
J'ai une autre question, donc plus sur le gaspillage alimentaire. Selon vous, que représente le gaspillage alimentaire en kilos par personne et par an en France? Donc par personne et par an en France, est-ce que c'est 13 kilos, 22 kilos ou 30 kilos? Gaspillage alimentaire par personne et par an. Ouais. Donc on a le choix entre 13 kilos, 22 kilos et 30 kilos. Ah bah c'est... Ouais. Bon, dans tous les cas, même le plus petit, il est, Bah c'est ça. il est déjà énorme. Mais Et toi, du coup, tu fais tes... Qu'est-ce que tu as mis en place dans ton quotidien pour avoir une alimentation responsable? Au niveau de l'approvisionnement, moi, j'avoue que j'habite juste à côté du marché des Capucins, donc Ah oui, bah ça, c'est une pratique, chance. Ouais. Voilà, ouais. Donc j'en profite énormément. Et après, moi, c'est vraiment la question de l'emballage aussi qui me touche particulièrement. Donc j'essaye de plus en plus d'acheter en vrac. Et pour le coup, c'est une vraie fausse idée que les produits vrac coûtent plus cher. Par contre, il y a vraiment des produits vrac qui sont hyper accessibles parce que justement, on enlève ce surcoût qui est dû à l'emballage et tout ça. Donc les produits vrac, c'est chouette. Par exemple, on travaille beaucoup avec une association qui est hyper complémentaire avec nous sur les quartiers dans lesquels on intervient, qui s'appelle VRAC, vers un réseau d'achat en commun, qui, une fois par mois, dans les quartiers Benoge, Aubier et certainement d'autres, propose aux habitants et aux habitantes des distributions vrac. Et donc du coup, les personnes peuvent aller une fois par mois faire leurs courses en vrac de produits secs, de farine, de fruits secs, voilà. Donc c'est les producteurs locaux qui viennent à un endroit donné et C'est une association qui a des réserves et qui va faire des distributions, voilà. D'où est-ce qu'ils s'approvisionnent? Je ne sais pas, il faudrait vraiment aller chercher, mes collègues en savent beaucoup plus. Mais en tout cas, c'est des produits qui sont locaux, qui sont en vrac. Et du coup, il y a vraiment le coût. Ils ne font pas de marge sur ce qu'ils vendent. Et donc, du coup, les personnes viennent avec leurs bocaux, les remplissent. Et c'est, Ah oui, ça, voilà. C'est une association qu'on pourrait faire venir l'année prochaine. Voilà. On travaille beaucoup avec eux parce que du coup, on est vraiment complémentaires sur nous, la partie sensibilisation, qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, c'est vraiment une alternative qui est en fait existante sur place en général quand on intervient. Donc, c'est chouette, au niveau complémentarité. Alors, je vois les réponses. 22 kilos. Ouais, et ben en fait, c'est 30 kilos par an et 30. par habitant. Ah, une autre 30. Ouais. Ah, il y en a un qui a mis 30. Donc, c'est 30 kilos par an et par habitant. En fait, c'est comme si chaque Français et Française jetait un repas entier par semaine pendant un an. Voilà. Donc, c'est quand même énorme. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on dit ça pour pas culpabiliser non plus, c'est quelles sont généralement, enfin là, c'est ce que ça pourrait être chouette de faire, quelles sont les alternatives si on ne veut pas gaspiller autant, selon vous. Voilà. Je continue un peu la question, si jamais vous voulez répondre dans le chat. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, que ce soit dans nos collèges, lycées et au quotidien, pour que cette quantité de gaspillage alimentaire soit diminuée, en tout cas. Des idées. Voilà. D'accord. Et donc, les autres associations avec qui vous êtes en partenariat, ou je ne sais plus comment tu as appelé le terme tout à l'heure. Oui, nos partenaires, oui. On travaille beaucoup avec les centres d'animation. D'accord. Des quartiers. On travaille. On est situé, nous, au niveau de la Maison de la Nature et de l'Environnement, rue de Tosia. D'accord. Donc, du coup, il y a une 50aine d'associations qui sont adhérentes, adhérentes, et une 20aine d'associations qui ont leurs locaux avec nous. Donc, du coup, il y a un réseau autour de la Maison de la Nature et de l'Environnement qui est assez sympa et avec lequel on peut travailler sur plusieurs projets. Et ensuite, on travaille vraiment, Ygraine, on travaille vraiment avec tous les partenaires, que ce soit associations, institutions aussi, les communautés de communes, les entreprises. Enfin, vraiment, on va essayer de créer du lien en fait entre toutes ces structures. Et on a une pédagogie qui peut s'adapter à tous les âges en fait. Vraiment. D'accord. Ouais. D'accord. Oui, c'est... Ah, on a une nouvelle question, une nouvelle réponse. Alors attention. Sur Bordeaux, il existe aussi beaucoup d'AMAP pour les produits locaux. Oui, il y a des AMAP, il y a des drives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une AMAP? Parce que tout le monde ne connaît pas. Qu'est-ce qu'une AMAP? Alors, qu'est-ce que veut dire le nom? Je ne sais plus. Je ne sais pas si vous pouvez faire des recherches en même temps. Bien sûr. Voilà. On pourra regarder. Les AMAP, c'est généralement des regroupements de producteurs locaux qui, une fois semaine, ou ça dépend le nombre de fois par mois, mais en tout cas, vont pouvoir proposer à des habitants et des habitantes qui vont avoir des parts dans l'association. Donc, par exemple, on devient adhérent de l'association qui est l'AMAP.
Et on va pouvoir toutes les semaines aller récupérer son panier, ou tous les mois, je ne sais plus à quelle fréquence, aller récupérer un panier de fruits et légumes qui sont généralement qui proviennent des producteurs locaux. Il n'y a pas que fruits et légumes, il y a des fois du pain, il y a de la viande, il y a des œufs. Tu peux faire ton marché. Voilà, c'est vraiment hyper complet. Et pour le coup, c'est très chouette parce que généralement dans les AMAP, c'est les collaborateurs, donc ceux qui viennent chercher leur panier, qui organisent également le lieu. Donc, d'accord. Voilà, pendant une semaine, ça va être des personnes qui ont des parts en fait dans la map, qui vont faire les distributions et autres. Donc c'est très chouette comme c'est corporatif, quoi. Voilà. Très bien. Donc nous avons encore une association. Ah oui, on a la réponse. Merci beaucoup. On a vraiment l'impression d'être en lien. De faire un tour de table en fait. Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ok, voilà. Merci pour cette réponse. Merci. Donc peut-être une nouvelle question. Ouais, toujours sur le gaspillage alimentaire. Selon vous, combien coûte le gaspillage alimentaire en moyenne par an à une famille, par exemple, de 4 personnes? Donc quel est le coût du gaspillage alimentaire quand on a vu que c'était 30 kilos par personne? Quel est le coût du gaspillage alimentaire en moyenne par an pour une famille de 4 personnes? Donc, est-ce que c'est 40 euros, 400 euros ou 4000 euros? C'est par personne, hein? Oui, là, pour une famille. Pour une famille de 4. Pour une famille de 4, combien on dépense? Ok. Oui. Après, c'est vrai que c'est ces questions, elles te font prendre conscience de l'impact de ta consommation. Et après, je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement, comme on disait tout à l'heure, ma petite graine là, après cette intervention, peut-être donner 2-3 idées. Ouais. Parce que les jeunes qui nous suivent, ils sont de Bordeaux, mais aussi de toute la région. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour demain, même si c'est pas moi qui fais mes achats et que c'est mes parents, je peux faire pour changer et avoir une alimentation un peu plus responsable. Ouais. Ça, pour le coup, c'est vraiment la sensibilisation. Et en fait, pour pouvoir sensibiliser, il faut déjà être sensibilisé soi-même. Donc, il y a une vraie chaîne de sensibilisation qui doit se mettre en place. Et l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on ne peut pas mener tous les combats de front, justement. Donc, quand on voit, par exemple, au niveau de l'alimentation, on a parlé déjà des impacts sur la santé, il y a des impacts sur l'environnement, il y a des impacts sur les conditions de travail aussi des agriculteurs ou des personnes qui sont dans ces secteurs. Donc, en fait, il y a plein d'impacts possibles. Et l'idée, c'est aussi de trouver les sensibilités de chacun. Si moi, par exemple, j'ai une sensibilité qui est plus sur l'environnement, mais en fait, certainement, ma sensibilisation à venir au niveau de mes parents, de ma famille, de mon réseau en soi, va peut-être plus porter sur l'environnement, mais en fait, c'est pas grave parce que c'est déjà une porte d'entrée. Et l'idée, au travers de nos actions chez Ygraine, c'est vraiment de montrer justement cette multitude d'impacts pour que chacun puisse trouver sa sensibilité et se sentir concerné par le sujet, en fait. Peut-être des personnes qui n'en ont rien à faire de l'environnement, mais qui, par contre, les conditions de travail vont plus les toucher. Et en fait, c'est par quelle porte d'entrée est-ce qu'on va arriver sur le sujet pour pouvoir, à notre tour, sensibiliser notre réseau, quoi. Donc, c'est vraiment l'idée. Et par contre, chez Ygraine, on ne va jamais laisser les personnes partir sans toute la phase alternative et solution. Ça, c'est vraiment... En fait, on a vraiment un déroulé dans nos actions qui est de la prise de conscience, de la lever des représentations et puis après trouver les impacts. Mais il y a vraiment toute cette partie sur laquelle on insiste tout particulièrement sur tous les stands, sur tous les ateliers, c'est quelles sont les solutions et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen et citoyenne. Vraiment. D'accord. Et donc, comme solution, est-ce que tu en as 2-3 à nous donner là aujourd'hui? Alors, sur l'alimentation, vraiment, c'est celle que je disais tout à l'heure. Local, saisonnalité, bio. Le bio, on est tout à fait conscient et consciente que... il y a plein de dérives, mais en tout cas, le moins de produits chimiques et d'engrais chimiques possible. Favoriser des agricultures, en fait, soutenir des réseaux d'agriculteurs, producteurs locaux qui sont montés en coopérative. C'est vraiment soutenir en fait le tissu local et les conditions de travail des personnes qui au quotidien en fait travaillent pour qu'on ait accès à des alimentations saines. Mais après, ça peut être aussi, on a tous envie de manger des bananes, on aime tous... il y a aussi des produits qui sont dits exotiques, qui viennent de loin. Et donc, dans ce cas-là, il va forcément y avoir l'impact environnemental avec le transport.
Mais il y a des choses qui existent comme le commerce équitable. Donc le commerce équitable, c'est vraiment des groupements, des travailleurs, des associations qui vont être, ou des lieux de production qui vont être suivis sur un cahier des charges en fait, qui va avoir plusieurs critères à remplir, qui assurent par exemple la protection de l'environnement, la protection des travailleurs, des justes salaires au niveau des travailleurs, parce qu'en fait il y a dans certains pays des enfants qui travaillent, ou alors des femmes, beaucoup qui travaillent, ou même des hommes, hein, enfin vraiment tout plein de personnes qui vont travailler et qui ne vont pas avoir des salaires adéquats ou des conditions de vie qui vont être justes. Et donc, du coup, toutes les associations qui rentrent, qui ont le critère commerce équitable, sont des associations sur lesquelles il y a un suivi pour s'assurer que justement tous ces droits primaires en fait, sont respectés. Donc, même si on veut consommer des produits dits exotiques, en fait, il y a sur les paquets de café, par exemple, il y a le logo commerce équitable, sur le chocolat, en fait, sur vraiment une multitude de produits. Donc on peut aussi ne pas être dans le local et avoir une consommation qui permet à tout le monde de vivre en fait dans des conditions de vie qui sont nos droits fondamentaux en fait, qui sont bafoués pour beaucoup de personnes. Alors j'ai 400 €. Ah oui, alors du coup ma réponse elle est où? C'est bien 400 €. Donc du coup pour une famille de 400 €, il faut imaginer en fait ces dépenses où est-ce qu'on pourrait les mettre si ils ne passaient pas en fait dans le gaspillage alimentaire. Ah bah oui, c'est ça. Voilà. Et il n'y a pas de réponse sur qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter son gaspillage Non. Pour l'instant? Non. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut la répéter. Hein. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter son gaspillage? Alors moi j'avais vu dans une autre association sur une vidéo bonus, là j'ai trouvé que l'idée était super, c'était de changer nos bouteilles d'eau par des gourdes, mais aussi à l'heure du déjeuner, quand on va se prendre un café, prendre c'est pas une gourde, alors c'est plus petit, spécial café, c'est-à-dire qu'on donne notre récipient à la boulangère et elle remplit notre récipient de café. Alors je me dis, c'est des petites choses où je vais acheter mon pain à la boulangerie et je ramène un sac en tissu au lieu de prendre un sac en papier. Voilà. Bah après, du coup, oui, c'est ça. Sur la question des déchets, on est vraiment sur une thématique qui est ultra liée à l'alimentation parce que pour le coup, la thématique emballage et alimentation, elles sont très liées. Après, il y a vraiment tout plein d'autres déchets aussi qui peuvent être limités et qui ne sont pas propres à l'alimentation. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très lié et que du coup, on peut choisir son combat aussi, de se dire, pour l'instant, je ne suis pas en capacité ou je n'ai pas envie de passer sur du bio. Mais par contre, peut-être que je peux prendre du non-bio qui n'est pas emballé dans 10 sacs plastiques, aluminium et autres. Ouais. Alors, j'ai une autre question. Quels sont les labels alimentaires à privilégier quand on fait nos courses? Alors, je ne suis pas une experte là-dessus. Je dirais, du coup, commerce équitable, c'est un bon label en général. Il y a le label biologique AB. Et puis après, c'est plus... Alors, sur le label en soi, je ne sais pas trop, parce qu'il en existe des centaines. Mais en tout cas, juste regarder sur les étiquettes. Ça, c'est une très, très bonne indication déjà de savoir à quel point le produit a été transformé. Donc, en fait, pour l'aspect local, vous pouvez regarder la provenance en fait, sur le produit, où est-ce qu'il a été fabriqué, où est-ce qu'il a été récolté, où est-ce qu'il a été mis en boîte, par exemple, si on parle de conserve. Mais surtout, pour l'étiquette, pour l'impact sur la santé, parce qu'en fait, il y a un impact sur la santé en fait, quand on mange des produits qui sont transformés avec tout plein de produits chimiques pour être conservés plus longtemps, pour qu'ils soient plus rouges lorsqu'on l'ouvre et que ce soit plus beau. Et donc du coup en fait il y a une astuce, c'est si sur l'étiquette au-delà des 5 premiers ingrédients qui apparaissent sur l'étiquette, si dans ces 5 premiers ingrédients il y a déjà un mot que vous ne comprenez pas, on peut généralement poser ce produit parce qu'en fait les 5 premiers ingrédients ça doit être normalement des ingrédients qu'on connaît. Et puis c'est aussi au niveau de la taille de la liste des ingrédients, si on va au-delà de 5 ingrédients, ça commence à sentir un peu le transformé. Et en fait, il y a tout plein d'additifs qui sont ajoutés et qui ont la lettre E quelque chose. Ça fait E00 et en fait, c'est tout plein d'édulcorants ou de produits chimiques qui vont être ajoutés ou de conservateurs. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu la règle des 5 ingrédients sur l'étiquette, compris et connus. Alors, faire attention aux dates de péremption.
Ouais, faire attention aux dates de péremption. Donc il y a tous ces trucs DLC, donc date limite de consommation, date... Il faut faire très attention, sachant qu'il y a une vraie différence entre date limite de consommation. Alors je ne vais pas dire de bêtises, je l'avais en question d'ailleurs, je voulais... mais il y a vraiment la question de bien regarder les produits. Et puis, il y a des fois des produits sur lesquels on ne peut pas dépasser cette date limite de péremption. Comme par exemple les produits carnés, donc la viande, c'est très dangereux de repousser, même si des fois on peut l'ouvrir. Ah bon? Oh bah dites donc. En tout cas, moi je ne vais pas dire ici qu'on peut la manger au-delà, parce que je ne veux pas. Mais par contre, par exemple, les produits laitiers, on fait beaucoup d'activités comme ça avec les enfants sur justement qu'est-ce qu'on peut faire pour repousser un produit laitier, même s'il est dépassé d'une semaine, par exemple si c'est un yaourt. Si l'opercule n'est pas bombé, dans ce cas-là, on l'ouvre. Si on peut prendre une cuillère, on ne va pas mourir d'une cuillère de produit périmé si jamais c'est vraiment pas bon. Si là, au niveau du goût, il n'est pas bon, on le jette. Si ça se mange, en soi, j'imagine qu'il ne faut pas manger de ça. Je ne veux pas dire manger que des produits périmés, mais en tout cas, il y a beaucoup de produits par précaution, on dit qu'ils sont périmés. Et en fait, d'accord. C'est comme les biscuits qui sont périmés. En fait, ça n'existe pas, un biscuit sec périmé. Il sera peut-être un peu plus mou, mais en soi, on va pas... Il sera moins bon, mais il ne sera pas périmé. Alors, pour limiter le gaspillage, faire le menu des repas de la semaine avant de faire les courses. Ouais. Ça, c'est un côté pratique, ça. Ça, c'est génial. Ça, c'est exactement ce qu'on donne aussi comme solution. C'est vraiment regarder ce qu'il y a dans les placards, ce qu'on a déjà dans nos placards, faire un menu avec ce qu'on a dans le placard, les restes, et du coup agrémenter la liste de courses avec ce qu'on a besoin pour compléter notre gratin de pâtes, par exemple. Mais vraiment, aller aux courses sans liste de courses et sans savoir ce qu'on a chez nous, c'est un des moyens en effet, d'acheter trop et de se retrouver avec des choses qui vont périmer, et qu'on va mettre à la poubelle, du coup. Ouais. Eh bien, merci pour toutes ces informations, ce temps de partage, pour cette belle association aussi. N'hésitez pas à remplir, à partager autour de vous pour choisir un défi dans votre classe ou en individuel d'ailleurs pour les défis que nous vous avons proposés sur le parcours Planète. Vous avez la possibilité d'inscrire votre défi et puis jusqu'au 11 décembre. Et ensuite, on va choisir les gagnants de la classe gagnante et qui gagnera un atelier offert par nos associations partenaires. Voilà. Écoutez, mais encore merci Roxane. Ouais. Merci. Et si je peux juste compléter, oui, bien sûr. On est vraiment une association, on intervient énormément dans les établissements scolaires, dans les lycées, collèges, lycées, universités. Du coup, si c'est des thématiques qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Voilà. Ouais, oui. Parce qu'on serait ravis de pouvoir intervenir, surtout en ce moment où c'est une des portes d'entrée qu'on a pour continuer à travailler et à toucher. Vous intervenez dans beaucoup d'établissements scolaires et ça va de quel âge à quel âge ? De 3 ans à 99 ans. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.